J'ai le plaisir d'introduire aujourd'hui Marie Guillot, qui travaille d'habitude en Grande-Bretagne, à l'université d'Essex, mais maintenant elle est à l'université de Nanterre. Donc c'est un plaisir de la voir après un certain temps. D'habitude, elle travaille sur des thèmes touchant au soi, à la subjectivité, à la phénoménologie, et aujourd'hui, elle va nous parler d'un thème assez différent, qui est la foutaise dans le débat public, et nous sommes impatients de l'entendre. Toi, Marie. Alors, je voudrais commencer par vous remercier très vivement, François Recanati, pour votre accueil dans ce séminaire. Effectivement, donc, le thème est un thème récent pour moi et sans doute le reflet d'une décennie de vie en Grande-Bretagne, notamment dans la Grande-Bretagne de Boris Johnson. Alors, il n'y a pas un lien très direct avec le cours de ce matin. Simplement, je vais étudier des cas où le propos donc, de l'énoncé porte sur les règles de la communication elle-même. Alors, propos en un sens qui, toutefois, n'est pas explicite. Donc, j'y arriverai à la fin de l'exposé. L'objet de cet exposé, c'est la foutaise, terme technique dans ce contexte. C'est le phénomène que Harry Frankfurt a baptisé en anglais « bullshit » dans un célèbre essai de 1986. Alors, je vais tout de suite en donner un exemple. Pendant la campagne de 2016 sur le Brexit au Royaume-Uni, le camp pro-Brexit avait ce bus de campagne, donc, arborant un slogan qui est devenu très très proéminent dans la campagne. Slogan suivant: nous envoyons 350 millions de livres sterling à l'Union européenne chaque semaine, finançons plutôt notre système de santé publique. Alors, je vais me concentrer d'abord sur la première partie de ce slogan. Nous envoyons 350 millions de livres sterling à l'Union européenne chaque semaine. C'est là un exemple donc de bullshit ou foutaise. Pourquoi? Alors, les autorités officielles ont rapidement dénoncé le fait qu'en fait, le chiffre était erroné. Mais ce n'est pas la fausseté de l'énoncé qui est en fait un exemple de foutaise, c'est le fait suivant: même une fois que la fausseté a été établie, et ce de façon très publique, eh bien, le camp pro-Brexit a continué à utiliser ce slogan. Ce qui suggère que la campagne ne considérait pas comme important le fait de savoir si l'énoncé était vrai ou non. Sa fausseté ou sa vérité était sans pertinence pour son usage. Donc, comme point de départ minimal, et dans l'esprit de Francfort, donc, on peut dire que la foutaise, c'est ce que l'on fait lorsque l'on parle d'une manière qui est motivée par une attitude psychologique particulière, le fait de ne pas accorder d'importance à la vérité ou la fausseté, en l'occurrence, de ce que l'on dit, une forme de négligence ou d'insouciance ou d'indifférence à la vérité dans l'analyse qu'en fait Francfort. Alors, je vais faire une petite remarque terminologique ici. Donc, l'essai de Francfort dans la traduction française s'ouvre sur ces mots. L'un des traits les plus caractéristiques de notre culture est l'omniprésence du baratin. Le traducteur a choisi une double traduction, baratin et connerie. Si vous m'excusez une grossièreté de plus, encore une fois, ce sont des termes d'art. Et il offre également un ensemble de synonymes en traduisant d'autres termes dans le texte de Francfort. Je me demande jusqu'à quel point les mots fumisterie et connerie se recoupent. Je partirai du principe que les deux mots sont très voisins. Black, Max Black donc, propose toute une série de synonymes de fumisterie: charlatanisme, blague, bêtise, baliverne, boniment, foutaise, blablabla, sornette. Alors, comme Pascal Angèle, par exemple, dans Les Vices de l'esprit, c'est pour ma part le terme de foutaise que je préfère parce qu'il exprime bien l'attitude caractéristique donc, du baratineur ou du bonimenteur, celui qui manque de sérieux quand il parle ou
si vous me pardonnez encore une fois un terme d'art, qui s'en fout. Donc, c'est le terme que je vais utiliser de préférence. Alors, dans le contexte de la campagne en vue du référendum sur le Brexit, les deux camps opposés ont produit des exemples de foutaise. Ça a été documenté et discuté. Et le public, des deux côtés, s'est senti privé d'un débat de qualité. Il y a eu donc des études, notamment en sociologie, montrant que la population a eu l'impression d'un débat de très mauvaise qualité, d'un débat qui même avait été absent d'une certaine façon. Et il me paraît plausible que la prévalence de la foutaise ait eu quelque chose à voir avec ce sentiment que le débat avait été escamoté. Et d'une façon plus générale, cette dégradation du débat public est caractéristique des contextes où la foutaise est très présente. Un autre exemple, c'est le discours politique aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump, et peut-être au-delà. Un autre exemple, c'est le discours de propagande dans la Russie contemporaine, qui a été discuté notamment par Peter Pomerantsev et Masha Gessen. Dans de tels environnements, il est très difficile de prendre part à des débats publics qui sont véritablement productifs, qui mènent quelque part. Les débats tendent à se dissoudre en slogans polarisés, en répétition d'éléments de langage, en invectives, et ainsi de suite. Je vais dire quelques mots, également en préliminaire, sur cette notion de débat public. Ici, ce que je veux dire par débat public, c'est un phénomène spécifiquement politique, à savoir des discussions par ou pour le public, et qui portent sur la conduite des affaires publiques, qui portent sur la chose publique, sur des sujets d'intérêt général. Et donc, le débat public entendu en ce sens, c'est en quelque sorte le médium de la vie politique dans un contexte, en tout cas, de république, où il y a bien une res publica. Et ces débats, qui sont idéalement, en tout cas, fondés en raison, bien qu'ils puissent être, et peut-être soient souvent, adversatifs, sont en même temps, relèvent en même temps d'un effort collaboratif, parce qu'ils tendent vers une forme de coordination sociale. Il s'agit de se décider de façon collective en faveur, par exemple, d'une action commune ou d'une croyance commune qui va être intégrée au socle commun de croyances publiques. Alors, je vais simplement énumérer quelques exemples représentatifs, loin d'être exclusifs. Le débat public, donc en ce sens assez restreint, cela inclut les débats parlementaires, les campagnes électorales, les éditoriaux, les lettres ouvertes dans les journaux traditionnels, et puis aussi les fils de discussion sur des sujets d'intérêt général sur les réseaux sociaux. On peut penser à toutes sortes d'autres exemples. Le plan, pour aujourd'hui, est le suivant. Je vais essayer de donner des éléments pour essayer de répondre à la question quelle est la nature du dommage infligé par la foutaise au débat public, avec l'hypothèse qu'il s'agit d'un dommage spécifique. La première partie partira de la conception standard de la foutaise, celle de Francfort, donc. Et j'essaierai de montrer que cette conception standard encourage de façon assez naturelle une certaine analyse, peut-être simple et intuitive, du problème, le problème de savoir quelle est la nature du dommage causé par la foutaise dans le cas du débat public. Analyse selon laquelle, en gros, la foutaise nuit au débat public en le rendant interminable et en bloquant sa progression vers une conclusion et donc vers la coordination sociale qui est son but. Dans la deuxième partie,
j'essaierai de montrer que cette conception traditionnelle, elle est fondée sur une vision indûment assertorique, une vision trop limitée, restreinte à l'assertion, de la communication, et notamment de la foutaise. Et donc je proposerai une conception élargie de la foutaise qui couvre la possibilité de produire de la foutaise à travers des actes de langage qui ne sont pas des assertions. Et j'émettrai l'hypothèse selon laquelle l'insouciance ou la négligence ou l'indifférence, ou mieux l'irrespect caractéristique de l'attitude du fauteur de foutaise, cette indifférence, etc., donc, sont dirigés non pas vers la vérité, mais plutôt vers ce que j'appelle une confiance normative, notre confiance collective dans les faits que les normes sont respectées. Et puis dans la troisième partie de cet exposé, je montrerai que cette conception élargie donc, de la foutaise mène à une compréhension différente de la manière dont la foutaise nuit au débat public. Au lieu de dire qu'elle rend difficile la progression des débats vers une conclusion, j'essaierai de montrer que la foutaise rend difficile de débattre, même de commencer le débat, en installant une forme de... en créant un contexte où ceux qui voudraient débattre sont en quelque sorte réduits au silence. Et j'utiliserai une notion issue de la philosophie du langage féministe, avec notamment Ray Langton, qui est celle d'invalidation illocutoire, pour essayer de comprendre comment la foutaise parvient donc à réduire au silence le débat public. Alors, je vais d'abord dire quelques mots sur la conception standard de la foutaise, donc celle de Francfort. Il y a beaucoup de raisons de penser que la communication est gouvernée par des normes, par exemple la norme de vérité. Tous les locuteurs sont tenus de dire ce qu'ils croient être la vérité. Nous ne le faisons pas toujours, mais nous sommes toujours sous l'autorité de cette norme, au sens au moins où nous sommes blâmables si nous ne disons pas vrai. Et par rapport à cette norme particulière, il existe différentes formes de déviation. Ça, c'est l'intuition centrale de Frankfurt. Il y a le cas du mensonge, où un locuteur exploite la norme de vérité pour manipuler son interlocuteur, qui croit que la norme est respectée. Et puis, par contraste, il y a le cas de la foutaise, où le locuteur est indifférent à la norme de vérité. Il ne lui importe pas de savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux. C'est important pour le menteur, en tout cas dans les cas paradigmatiques, de savoir où se situe la vérité pour mieux la cacher à l'interlocuteur. Pour celui qui se livre à la foutaise, cela n'a pas d'importance. Est-ce que c'est moi qui ai produit ce... Je ne crois pas avoir fait un geste particulier. Donc Frankfurt capture ce contraste dans les termes suivants. Sa déclaration, donc, lorsque le bonimenteur parle, n'est fondée ni sur la conviction de dire vrai, ni, comme c'est le cas de tout mensonge, sur celle de proclamer des choses fausses. Pour moi, cette absence de tout souci de vérité, cette indifférence à l'égard de la réalité des choses, constitue l'essence même du baratin. Donc, les menteurs sont sensibles à la norme de vérité, même si c'est pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, et ils veillent à la cohérence du mensonge, ils veillent à ne pas perdre de vue la vérité et l'éloignement de l'état d'esprit de l'interlocuteur par rapport à cette vérité, alors que les fauteurs de foutaise n'en ont cure, ne considèrent pas du tout comme importante la question de savoir ce qui est vrai ou pas. À partir de cette idée centrale de Frankfurt sur ce qu'est la foutaise,
on peut essayer de se demander de quelle façon la foutaise nuit au débat public. Alors, ce n'est pas une question que Frankfurt lui-même considère dans son essai, mais il me semble qu'il y a une façon assez naturelle de l'appliquer, d'appliquer son analyse à ma question, qui consiste à dire que la foutaise nuit au débat public en le rendant interminable. Pourquoi ? Parce que le bonimenteur est indifférent à la vérité, donc les éléments de preuve qui peuvent survenir dans le débat et qui le font en principe progresser vers une conclusion, il ne les reconnaît pas comme un arbitrage indépendant du débat. Donc il n'y a pas de trajectoire claire, commune, entre les interlocuteurs vers une reconnaissance que le débat serait conclu dans un sens ou dans l'autre. Et de fait, dans les contextes où la foutaise est endémique, on observe souvent une sorte de répétition obsessive des mêmes éléments de langage, même au-delà du point où certains ont été réfutés de manière décisive. Donc je reprends un exemple tiré du contexte du débat sur le Brexit en 2016. Donc l'un des buts affichés du camp pro-Brexit était de faire en sorte que l'on puisse avoir une frontière fermée entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, tout en gardant une frontière ouverte entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Donc, entre une partie du Royaume-Uni et de fait, une partie de l'Union européenne, puisqu'il y a aussi une frontière ouverte entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc, cela semblait logiquement impossible, et cela a été établi rapidement dans la campagne. Mais cet élément de preuve n'a eu aucune incidence sur le fait que ce but affiché de la campagne continuait d'être répété. Donc, la suggestion naturelle, à partir de l'analyse de Frankfurt, serait de dire que la foutaise nuit au débat public en le rendant interminable. Il n'y a pas de procédure claire pour arriver à une conclusion dans la mesure où, lorsqu'on montre que certains points sont vrais ou faux, le bonimenteur n'y est pas sensible et donc peut continuer indéfiniment à répéter les mêmes arguments. Alors, cette analyse simple, l'objet de ma présentation aujourd'hui est de m'en éloigner à partir de l'observation que l'analyse de Frankfurt concernant la foutaise est limitée. En effet, elle passe sous silence deux traits de la foutaise qui me paraissent importants. Je reviendrai sur le second vers la fin de l'exposé. Le premier, c'est que la foutaise ne concerne pas seulement des assertions. L'analyse de Frankfurt, elle repose sur la présupposition implicite selon laquelle la fonction primaire du langage, c'est pour nous d'échanger des informations vraies, communiquer des vérités. Quelqu'un qui se livre à la foutaise, dans la description qu'en donne Frankfurt, c'est quelqu'un qui fait obstacle au projet coopératif consistant à échanger des informations en n'étant pas sensible à la norme de vérité qui gouverne les assertions. Donc le bonimenteur produit du discours, mais du discours qui a été, dans les termes de Frankfurt, vidé de tout son contenu informatif, ou du discours dont l'absence de sensibilité à la norme de vérité fait
qu'on ne peut pas se fonder sur ce discours pour y trouver une sorte de guide qui nous mènerait vers les faits. Sous ces caractérisations se trouve la présupposition selon laquelle donc le discours en question a pour but, en principe, de communiquer des vérités et donc prend la forme d'assertion. Mais certaines formes de foutaise ne sont pas du tout des assertions. En fait, intuitivement, on peut trouver des cas de foutaise dans toutes les grandes catégories d'actes de langage, des comissifs aux directifs aux expressifs. La foutaise inclut bien plus que les assertions qui sont de la foutaise. La foutaise inclut aussi des choses comme les promesses creuses, les menaces bidons, les manifestations d'émotions de pure forme. Donc je vais vous parler de quelques exemples. Mais je vais d'abord, en fait, faire une remarque plus générale sur la stratégie donc, de cette partie de l'exposé. Frankfurt part de l'observation qu'il y a non pas une, mais deux classes de contraste pour les assertions canoniques. Donc on a les assertions canoniques qui sont vraies, et puis on a deux classes de contraste, les mensonges d'un côté, mais de l'autre donc ce phénomène qu'il est peut-être le premier à caractériser de façon rigoureuse, à savoir la foutaise. Et donc inversement, on peut dire que la foutaise a deux classes de contraste. D'un côté, les énoncés vrais, les assertions vraies, mais de l'autre, donc, les mensonges qui sont une sorte de cousin plus proche de la foutaise. Et ce que je suggère, c'est qu'il y a des cas de foutaise hors du domaine de l'assertion que l'on reconnaît au fait qu'il est possible de trouver deux classes de contraste différentes pour ces énoncés. Donc, pour tous les actes de langage, on a la situation suivante. On a d'un côté, première possibilité, parmi trois, des énoncés qu'on peut appeler canoniques, qui en quelque sorte illustrent la catégorie que représente l'acte de langage en question de façon standard. Donc, dans le cas de l'assertion vraie, dans le cas de la promesse sincère, les ordres qui sont authentiques, les menaces authentiques, les expressions d'émotions sincères, et ainsi de suite. Et puis, deuxième catégorie, on a, pour tous les actes de langage, une classe d'énoncés qui fait contraste en étant, pour les actes de langage en question, ce que le mensonge est à l'assertion. Alors, le mensonge est généralement compris comme une assertion qui est motivée par l'intention de tromper, de duper. Donc, les cas du second type, pour des actes de langage autres que l'assertion, ce sont des actes de langage, promesses, ordres, menaces, etc., qui sont transgressifs en étant, d'une certaine façon, trompeurs, ou en étant des formes de tricherie au jeu de langage dont il s'agit. Mais pour tricher, il faut bien sûr être sensible aux règles du jeu. Le tricheur qui triche bien, le bon tricheur, c'est celui qui joue très bien au jeu dont il est question et qui peut de cette façon-là jouer sur les attentes des autres joueurs et les manipuler. Donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui se moque des règles du jeu. Mon intuition, mon hypothèse ici, c'est qu'il existe en plus une troisième catégorie d'énoncés pour chaque acte de langage qui
compte comme de la foutaise en s'opposant à la fois à chacune des deux premières catégories, c'est-à-dire les énoncés qui sont canoniques pour chaque type d'acte de langage, et deuxièmement, les énoncés qui sont une forme de tricherie par rapport à cet acte de langage, et dans lesquels on dupe en jouant sur les règles. Et ce troisième cas, c'est le cas où le locuteur ne respecte pas les règles du tout. Il n'a pas le souci des règles, ni de la manière dont celui qui parle de façon canonique a le souci des règles, ni même de la façon dont celui qui triche, le menteur, celui qui fait de fausses promesses, celui qui menace sous la forme seulement du bluff, par exemple, donc ni de la manière dont ces tricheurs ont, d'une certaine manière, eux aussi, le respect des règles du jeu. Donc, dans toutes les catégories d'actes de langage, il me semble qu'on peut trouver des cas où, comme dans la foutaise assertorique, le locuteur parle sans se soucier du tout des règles, même pas à la façon du tricheur. Donc, voilà quelques exemples. Dans la catégorie des commissifs, voici un exemple de promesse. Alors, c'était dans la dernière campagne présidentielle en France en 2022. Ce n'est pas une citation directe, mais Marine Le Pen, à un moment donné, a avancé la promesse qu'elle augmenterait tous les salaires de 10% si elle était élue présidente. Je voudrais suggérer qu'il s'agit là d'une promesse qui n'est pas une fausse promesse, mais plutôt une promesse creuse. Donc qui s'oppose à une fausse promesse de la façon dont la foutaise assertorique s'oppose au mensonge. Tout comme les assertions sont gouvernées par la norme de vérité, les promesses sont elles aussi sous l'autorité de normes, surtout la norme selon laquelle la personne qui fait la promesse a l'intention de l'honorer, de la tenir. Et donc une fausse promesse, c'est une promesse qui est faite en l'absence de cette intention ou plus typiquement en la présence d'une intention de ne pas tenir sa promesse. Dans le cas du premier exemple, j'augmenterai tous les salaires de 10%, on a une promesse qui n'est pas exactement une fausse promesse. Je n'ai pas l'impression que Marine Le Pen avait positivement l'intention de ne pas tenir cette promesse si elle était élue présidente. Et il est tout à fait possible que dans un scénario où elle aurait été élue et où elle aurait eu une baguette magique, il est tout à fait possible que dans ce scénario-là, elle aurait en fait tenu sa promesse. Mais il n'y avait pas non plus d'intention véritable de tenir sa promesse. Pour avoir l'intention de faire quelque chose, il faut, au préalable, avoir la croyance qu'on peut exécuter cette intention. Or, il n'est pas du ressort d'un président de la République en France d'augmenter tous les salaires. C'est tout simplement quelque chose que le président n'a pas le pouvoir de faire. Donc, on peut supposer que Marine Le Pen n'avait pas véritablement l'intention de remplir cette promesse, même si elle n'avait pas l'intention de ne pas la tenir. Et donc, c'est une promesse qui semble avoir été faite de façon un peu négligente, un peu insouciante, sans respect, donc, pour l'exigence que, lorsqu'on promet quelque chose, on est tenu d'honorer cette promesse. Il y avait quelque chose d'un petit peu désinvolte donc, dans cette promesse, si mon analyse va dans la bonne direction. Maintenant, je vais m'intéresser au cas des directifs, comme par exemple les plaidoyers, lorsque l'on enjoint quelqu'un de faire quelque chose. C'est le troisième exemple sur la diapo. Je vais revenir donc au slogan pro-Brexit en 2016 au Royaume-Uni. Nous envoyons 350 millions de livres sterling à l'Union européenne chaque semaine. Finançons plutôt notre système de santé publique. Alors la deuxième partie de ce slogan, finançons plutôt notre système de santé publique,
c'est un plaidoyer. Il s'agit donc d'amener l'interlocuteur à faire quelque chose. Un interlocuteur qui prend la forme d'un nous et donc qui inclut le locuteur, d'ailleurs. Selon certaines analyses des directifs, par exemple celle de Bart Goertz, les directifs peuvent être considérés comme des engagements de la part du locuteur, les engageant à agir d'une certaine façon qui va promouvoir le but que l'auditoire effectue une certaine tâche. Mais dans le cas de ce plaidoyer, finançons plutôt notre système de santé, un tel engagement semblait absent puisque les stratèges de la campagne ne s'étaient pas préoccupés de savoir comment ils utiliseraient la manne supposée pour mieux financer le système de santé. Il n'y avait pas de pensée sérieuse derrière ce slogan visant à établir une manière de rééquilibrer les finances publiques de manière à renflouer le système de santé. Donc, le point n'est pas que ce plaidoyer était malhonnête au sens où il y aurait eu une intention machiavélique de ne pas mieux financer le système de santé publique. C'est plutôt qu'il n'y avait pas d'intention dans un sens ou dans l'autre. Donc c'était un plaidoyer lancé de façon insouciante et désinvolte, dans l'indifférence par rapport à la norme pesant sur les plaidoyers et sur les directifs en général, selon laquelle, quand on plaide pour que quelque chose soit fait, eh bien, on s'engage à agir soi-même d'une certaine façon qui va promouvoir le fait que l'autre va accomplir cette tâche. Troisième cas, le cas des expressifs. L'exemple que je vous propose concerne une manifestation d'émotion sous la forme d'excuses, encore une fois empruntée au contexte britannique. Donc, Boris Johnson, alors Premier ministre, en 2022, a reçu une amende pour avoir fait la fête à de nombreuses reprises, dont une en particulier donc, au siège du gouvernement, pendant les confinements, sous la pandémie du Covid. Et donc après avoir reçu cette amende, Boris Johnson a présenté des excuses au Parlement en disant la chose suivante. Dès que j'ai reçu l'amende, donc pour avoir fait la fête à Downing Street pendant le confinement, j'ai pris acte de la douleur et de la colère de la population. Il ne m'a pas traversé l'esprit, ni alors ni depuis, que se rassembler dans la salle du Conseil des ministres, juste avant une réunion vitale sur la stratégie de gestion du Covid, pourrait constituer une entorse aux règles. C'était mon erreur, et je présente des excuses sans réserve. Donc, voilà Boris Johnson qui s'excuse d'avoir bu du Prosecco pendant que les hôpitaux étaient remplis de gens mourants et la population était en détresse. Alors, il s'agit donc, quand on présente ces excuses, d'un acte de langage qui relève des expressifs. Et cette catégorie d'actes de langage, pour être réussie, doit répondre à la norme suivante. Les expressifs doivent être accompagnés par certaines attitudes mentales ou certaines émotions. En l'occurrence, lorsqu'on s'excuse, pour réussir à s'excuser, il faut qu'une émotion de regret soit présente. C'est cela qui fait qu'on présente de bonnes excuses, si on se sent effectivement désolé. Mais l'expression d'émotion, dans ce dernier exemple, sur cette diapo, donc, me paraît relever de la foutaise, parce que Johnson dit qu'il s'excuse, et qu'il s'excuse même d'une façon qui est sans réserve, juste après avoir émis une réserve majeure, à savoir qu'il ne voit pas en quoi le fait de se réunir dans la salle des conseils, etc., constitue une entorse aux règles du confinement. Donc il n'y a pas vraiment de regret ou de honte, c'est tout à fait manifeste, au contraire, les excuses en question ont une sorte de note un peu grandiloquente qui montre qu'il ne se sent pas du tout contrit.
Mais comme c'est tout à fait transparent, cette absence de contrition, on ne peut pas dire non plus qu'il s'agisse de duperie. Il ne s'agit pas de faire croire qu'on est désolé. Donc Boris Johnson ne triche pas véritablement dans le cas en question. Il ne s'agit pas de fausses excuses. Il s'agit plutôt de foutaises, c'est-à-dire d'excuses qui sont présentées de manière complètement insouciante et désinvolte, sans aucun respect pour la règle qui veut que lorsqu'on dit qu'on est désolé, on doit se sentir désolé. Alors, l'important, ce n'est pas tellement de savoir si ces exemples particuliers sont convaincants. Vous aurez peut-être, vous, de meilleurs exemples en tête. Il me semble simplement intuitif de dire que, à travers toutes les catégories d'actes de langage, on peut trouver des exemples qui ressemblent davantage à la foutaise dans le cas de l'assertion qu'au mensonge dans ce même cas. Si c'est vrai, alors cela a des implications pour la définition de la foutaise que je vais étudier en 2 étapes. Comme je l'ai rappelé précédemment, les différents types d'actes de langage sont gouvernés par différentes normes qui définissent leurs conditions de succès. Et certaines de ces normes sont constitutives. Le fait d'être sous leur autorité est ce qui fait qu'un énoncé réussit, constitue un exemple de l'acte de langage en question. Donc par exemple, pour l'assertion, le fait que l'on soit censé dire la vérité lorsque l'on produit une certaine assertion, cette attente-là, c'est ce qui fait qu'il s'agit d'une assertion. De la même façon, ce qui fait qu'un énoncé constitue une promesse, c'est le fait qu'on est tenu de tenir sa promesse une fois qu'on l'a formulée. De la même façon, un verdict, dans un contexte légal, est réussi s'il est juste. Un compliment est réussi s'il est mérité. Un conseil est réussi s'il est sage, et ainsi de suite. Alors, s'il est possible de produire de la foutaise, pas seulement en produisant des assertions, des affirmations, mais aussi en produisant d'autres types d'actes de langage, cela veut dire qu'il faut définir la foutaise en référence non pas à la seule vérité, mais en référence à d'autres normes au-delà de la vérité. Je propose donc de dire que la foutaise, ce n'est pas l'indifférence envers la seule vérité du discours, c'est l'indifférence, ou je préfère l'irrespect, je dirai pourquoi plus tard, envers la norme contextuelle qui gouverne l'acte de langage concerné, qu'il s'agisse de la norme selon laquelle on doit tenir ses promesses, ou la norme selon laquelle il faut mettre ses menaces à exécution, une certaine condition étant remplie. Il faut être sincère, juste, sagace, et ainsi de suite. Plus généralement, quelqu'un qui se livre à la foutaise, c'est quelqu'un qui est engagé manifestement dans une activité gouvernée par des normes, tout en manquant de respect envers les normes constitutives pour l'activité en question. Si j'ai raison, donc, la foutaise, ce n'est pas seulement un vice épistémique, comme beaucoup le considèrent, notamment Kassim Qassam, par exemple, dans son travail sur les vices épistémiques. Si mes observations sont justes, la foutaise, c'est une faute beaucoup plus générale. C'est en quelque sorte un manque de sérieux ou un manque de respect à l'égard des obligations prises dans la conversation qui vont au-delà de l'obligation de dire la vérité. Jusqu'ici, la description que j'ai donnée, elle est abstraite, générale, et on peut penser que le lien entre les différents exemples de foutaise que j'ai donnés est assez ténu, puisqu'il s'agit d'irrespect pour des normes qui sont très différentes. Dire le vrai, tenir ses promesses, ce sont des normes tout à fait différentes. Et je vais donc me demander dans un deuxième temps s'il existe un point commun plus substantiel
quelque chose qu'on va retrouver dans l'état psychologique caractéristique du baratineur à travers tous ces types d'actes de langage qui peuvent être considérés comme des exemples de foutaise. Et je pense effectivement qu'il y a un point commun plus substantiel que simplement l'irrespect pour la norme qui, dans le contexte, gouverne l'acte de langage que l'on effectue. Pour le montrer, il est utile, je crois, de partir des réactions que la foutaise provoque chez ses destinataires. Réactions qui incluent notamment l'impuissance, on se sent démuni face à la foutaise, et puis un sentiment de trahison. On se sent impuissant et démuni parce que lorsque l'interlocuteur répond sur le mode de la foutaise, il est apparent que, quelle que soit la qualité des arguments qu'on va nous avancer, quelle que soit la quantité d'éléments de preuve qu'on va pouvoir produire, cela ne fera aucune différence. Cela n'avancera pas la discussion, l'interlocuteur ne sera pas convaincu. Donc on se sent impuissant. Et on se sent également trahi parce que l'interlocuteur n'est pas fair-play. Il ne joue pas le jeu, il ne joue pas son rôle dans ce que nous pensions être un projet collaboratif de débat. Alors je vais retourner sur le sentiment d'impuissance tout à fait à la fin, si j'ai le temps, et je suggérerais qu'il s'agit plus profondément du sentiment d'être réduit au silence. Mais je vais dire quelques mots d'abord sur le sentiment de trahison. La trahison, en philosophie morale, elle est discutée comme un tort spécifique qui présuppose que la victime de trahison ait placé sa confiance en quelqu'un d'autre. Et je crois que cela indique la direction dans laquelle il faut chercher donc ce trait psychologique caractéristique du bonimenteur. Il me paraît plausible que ce que les baratineurs donc, traitent avec insouciance ou désinvolture ou irrespect, ce n'est pas juste la vérité et ce n'est pas non plus seulement les normes spécifiques qui gouvernent les actes de parole qu'ils effectuent apparemment, mais plus profondément, ce envers quoi ils manifestent de l'irrespect, c'est notre confiance collective dans le fait que ces normes sont honorées. Il y a une attente générale lorsque nous sommes engagés dans la conversation, et notamment dans un débat public, une attente générale selon laquelle, même si nous ne sommes pas d'accord, eh bien, il est possible de faire appel à des normes communes pour l'arbitrage. Si nous pensons que l'interlocuteur dit quelque chose de faux, nous pouvons faire appel à des éléments de preuve. Si nous pensons qu'il s'engage à faire des choses qui sont en tension avec des promesses qui précèdent, eh bien, nous pouvons invoquer ces promesses préexistantes, et ainsi de suite. Donc, le fait de débattre implique de se demander mutuellement des comptes et de garder à l'esprit des standards communs que nous traitons comme des règles communes pour la discussion. Nous les tenons pour acquis et nous supposons que c'est pareil pour les autres. Et je pense que le sentiment de frustration que provoque la foutaise dans le débat public, elle est liée à la frustration de cette attente. Le baratineur, c'est celui qui trahit notre confiance dans le fait que nous sommes tous engagés à honorer les normes du débat. Donc la foutaise, c'est donc ma suggestion pour la redéfinir, c'est une forme de discours qui est motivée par l'irrespect envers la confiance commune dans l'engagement de tous à honorer les normes qui se trouvent à voir dans le contexte autorité sur la conversation.
voilà, je viens de passer sur ça. Dans le temps qui me reste, donc, je vais essayer de montrer comment cette analyse un peu élargie de la foutaise permet de localiser le type de dommage spécifique que la foutaise inflige au débat public et que je considère comme une manière de réduire au silence. Donc, mon hypothèse, c'est que le tort spécifique que la foutaise inflige au débat public, il consiste à éroder un prérequis fondamental de tout débat public, en tout cas productif. Et ce prérequis, c'est donc cette confiance collective, cette confiance commune dans le fait que les normes qui gouvernent nos actes de langage seront respectées, ou en tout cas que tous font un effort pour respecter ces normes. Cela peut avoir pour effet d'éroder les normes elles-mêmes. Et dans des cas extrêmes, les cas où la foutaise devient normalisée, cela peut avoir pour effet que certains actes de langage deviennent indicibles. Il n'est plus possible d'effectuer véritablement ces actes. C'est de cette manière-là donc que le débat public est réduit au silence. Et j'utiliserai pour l'analyser une notion proposée par Ray Langton dans un célèbre article de 1993, Speech Acts and Unspeakable Acts, la notion donc d'invalidation élocutoire, ce qu'elle appelle en anglais illocutionary disablement. Alors, pour en arriver à ce point-là, je vais poser la question suivante. Que se passe-t-il quand la foutaise est normalisée, lorsqu'elle devient à la fois endémique et flagrante, comme on le voit dans les contextes que j'ai évoqués, donc les États-Unis sous Donald Trump, le Royaume-Uni sous Boris Johnson, la propagande officielle dans la Russie contemporaine. On peut penser à beaucoup d'autres contextes. Que se passe-t-il donc quand la foutaise est normalisée? Ce que j'entends par normaliser ici, c'est deux choses. C'est le cas où la foutaise devient flagrante, j'y reviendrai dans un instant, et où elle devient également endémique, soit parce qu'elle est omniprésente, soit parce qu'elle émane de figures publiques qui sont dépositaires d'une autorité. Par exemple, les hommes et femmes d'État. Alors, d'abord, le cas de la foutaise flagrante. Il y a un type de foutaise que Frankfurt n'a pas pris en compte, peut-être parce qu'elle était beaucoup moins répandue à l'époque de l'article sur le bullshit donc, dont il est l'auteur. C'est ce que j'appelle la foutaise flagrante. Dans l'analyse de Frankfurt, la foutaise, c'est un discours qui est simplement indifférent à la norme de vérité et qui se cache à cet égard. Le bonimenteur ne veut pas qu'on sache qu'il ne s'intéresse pas à la vérité. Alors, c'est ce que dit Frankfurt dans ces termes. Le baratineur dissimule le fait qu'il accorde peu d'importance à la véracité de ses déclarations. Nous ne devons pas deviner que son but ne consiste ni à dire des vérités, ni à les cacher. Cette caractérisation, elle néglige des formes de foutaise où il ne s'agit pas d'indifférence, mais bien de mépris actif pour les normes conversationnelles, et où ce mépris n'est pas caché, il fait partie du message. Je vais vous donner un exemple décrit par Peter Pomerantsev dans son ouvrage This is not propaganda sur la Russie contemporaine. Lorsque Vladimir Poutine se montra aux chaînes de télévision internationales pendant l'annexation de la Crimée en 2014 par son armée et affirma avec un sourire narquois qu'il n'y avait pas de soldats russes en Crimée, alors que tout le monde savait qu'il y en avait. Et plus tard, lorsqu'il admit de façon tout aussi désinvolte qu'il y en avait eu, des soldats russes en Crimée, il ne mentait pas vraiment, dans le sens où il s'agirait d'essayer de remplacer une réalité par une autre. Il disait plutôt que les faits n'ont pas d'importance. Ici,
une partie de ce qui est exprimé par l'acte de langage, et cela inclut des éléments paralinguistiques comme ce fameux sourire narquois, c'est un message qui concerne la norme de vérité elle-même. Au-delà de l'affirmation descriptive selon laquelle il n'y a pas de soldats russes en Crimée, il y a une partie du message véhiculé qui correspond à une affirmation normative, à savoir que les faits n'ont pas d'importance. La vérité n'est pas pertinente. Et j'appelle foutaise flagrante les cas de ce type. Il me semble important de la distinguer de la foutaise cachée, qui est celle qu'étudie Frankfurt. Alors, d'autres ont déjà mis en avant des exemples du même type, Romy Jaster par exemple, Kenyon et Saul, sous d'autres termes, ostentative bullshit, bold-faced bullshit. Je vais caractériser la foutaise flagrante à ma manière. Je vais la distinguer de la foutaise cachée de la façon suivante. La foutaise cachée, elle constitue ce qu'Austin, dans Qu'en dire c'est faire, caractérise comme un abus. Il s'agit, lorsqu'on se livre à la foutaise cachée, d'effectuer un acte de langage sans avoir l'état d'esprit qui est requis pour que cet acte de langage soit réussi. Par exemple, une certaine croyance dans le cas d'une insertion, une certaine intention de tenir sa promesse dans le cas d'une promesse, une certaine émotion dans le cas d'un expressif, et ainsi de suite. Donc on commet un abus lorsqu'on effectue l'acte de langage en question sans avoir l'attitude ou l'émotion correspondante. Donc dans la typologie des manières pour un acte de langage de ne pas réussir, que propose Austin, la foutaise se placerait du côté des abus et plus spécifiquement du côté des insincérités. Mais la foutaise flagrante implique quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Elle est certainement un abus, au sens d'Austin, mais dans le cas de la foutaise flagrante, comme dans l'exemple de Pomerantsev, le fait que le bonimenteur n'a pas l'attitude requise, l'attitude psychologique requise, à savoir un certain respect pour la norme constitutive qui gouverne son acte de langage, ce n'est pas seulement un fait psychologique qui le caractérise, cela fait aussi partie de son message. Dans l'exemple de Pomerantsev, Poutine met en avant d'une certaine façon le fait qu'il ne croit pas du tout qu'il n'y a pas de soldats russes en Crimée, grâce à ce sourire narquois notamment, et grâce au fait qu'il est de l'ordre de la connaissance commune que des soldats sont bien présents. Mon hypothèse, donc, c'est que la foutaise flagrante, en plus d'être un abus de l'acte de langage concerné, elle inclut un message métalinguistique concernant donc les règles de la conversation elle-même, selon lequel le locuteur est exempté de la norme qui gouverne l'acte de langage qu'il effectue apparemment. Alors, Masha Gessen en donne une illustration, mais en gros, avant de passer à cette citation de Gessen, le message qui est exprimé par le locuteur, c'est quelque chose comme les standards communs, comme le fait de devoir dire vrai, tenir ses promesses, etc., ne s'appliquent pas à moi. Les règles, c'est seulement pour les autres. Dans le cas de Trump ou Poutine ou Boris Johnson, les autres, ce sont évidemment les faibles ou les moutons. Mais dire la vérité, tenir ses promesses, donc, ce n'est pas quelque chose qui s'applique à moi. Donc, Gessen a cette formulation concernant Trump. Les mensonges, je pense en réalité qu'elle parle ici de foutaise, même si elle n'emploie pas ce terme technique, sont des exercices dans l'art de l'arbitraire, des affirmations continuelles de la part de Trump, de son pouvoir de dire ce qu'il veut, quand il veut, d'usurper le langage lui-même, et avec lui notre capacité à parler et à agir avec les autres. En d'autres termes, notre capacité à faire de la politique.
Donc cette intuition que l'on a que lorsque Trump, par exemple, dans le cas qui intéresse Gassen, s'adonne à la foutaise flagrante, eh bien, il s'agit d'un coup de force, il s'agit d'une manière d'affirmer son pouvoir. Je pense que cela correspond donc au fait qu'une partie du message, c'est « les règles ne s'appliquent pas à moi », et notamment les règles conversationnelles, le fait qu'on doit dire la vérité quand on affirme, on doit avoir l'intention de tenir ses promesses quand on promet, cela ne s'applique pas à moi. Alors, mon hypothèse, je vais prendre simplement quelques minutes pour finir, c'est que lorsque la foutaise devient flagrante et qu'elle est également endémique, donc lorsqu'elle est normalisée, eh bien, cela sape une condition de possibilité des actes de langage dont le débat public est fait. Et c'est en cela, précisément, que constitue le dommage infligé par la foutaise au débat public. Et cette condition de possibilité, c'est cette confiance normative, donc cette confiance commune dans le fait que les normes de la conversation sont honorées autant que possible par tous les interlocuteurs. Comment cela se passe-t-il exactement? Les normes dont les actes de langage dépendent sont des normes sociales et il s'agit de conventions. Elles tirent leur autorité d'une acceptation commune. Donc de notre confiance commune dans le fait qu'elles sont communément respectées. Nous acceptons ces normes et nous avons aussi la connaissance commune qu'elles sont acceptées par tous. Cela étant, il est rationnel pour l'individu de maintenir sa confiance dans la force de ces normes qu'à la condition qu'il pense que les autres font de même. Mais lorsque la foutaise devient normalisée, donc lorsqu'elle devient endémique et qu'il lui arrive d'être flagrante, eh bien, il est rationnel pour l'individu de ne plus avoir autant confiance dans la forme de ces normes, puisque de plus en plus de gens mettent en avant d'une façon flagrante leur rejet de ces normes. Plus le nombre de gens qui traitent les normes conversationnelles avec mépris augmente, moins les normes font autorité, puisqu'il s'agit de conventions, elles sont soutenues par l'acceptation commune, et donc moins il est rationnel pour l'individu d'avoir foi en la force de ces normes. Et cette foi déclinante, elle-même, contribue à l'érosion croissante des normes en question. C'est un cercle vicieux. Et à un certain moment, dans ce processus, eh bien, les normes qui gouvernent les actes de langage perdent leur force au point qu'il devient difficile d'effectuer ces actes de langage eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les normes en sont constitutives. Si l'attente selon laquelle on doit dire le vrai lorsqu'on formule une assertion n'existe plus, il n'est plus vraiment possible d'affirmer quoi que ce soit. Et à l'horizon, donc, il devient impossible de formuler les assertions, promesses, engagements, suppositions, rétractations, plaidoyers, etc., dont le public est fait. Et on le voit dans le discours public à un certain degré, dans beaucoup de contextes. Les figures publiques se trouvent parfois dans une situation difficile quand il s'agit de faire une affirmation, parce que l'affirmation est de moins en moins traitée au premier degré, en quelque sorte, comme un engagement à dire la vérité. Et donc, de plus en plus, l'affirmation publique, dans certains contextes, n'est pas traitée ni reconnue comme une affirmation. Et de cette façon, l'acte de langage dont la norme constitutive est érodée finit par se casser, par se briser. Il ne devient plus possible de parler d'une manière qui corresponde à une contribution à un véritable débat. Je vais finir par une invocation donc, de cette notion chez Ray Langton de l'invalidation
illocutoire, Langton, dans un article important de 1993, observe qu'il y a plusieurs manières de réduire au silence. On peut réduire quelqu'un au silence en l'empêchant de produire des mots, physiquement, en le bâillonnant. On peut aussi réduire quelqu'un au silence en empêchant son discours d'avoir un effet causal, l'empêcher d'être persuasif ou d'être entendu. Mais on peut aussi, au niveau illocutoire, empêcher les mots de compter comme les actes de parole qu'ils sont censés être. Les actes de parole que le locuteur a l'intention d'effectuer en produisant les mots qu'il produit. Et c'est ce que Langton appelle donc l'invalidation illocutoire, illocutionary disablement. Elle décrit la chose de la manière suivante, donc, mais il existe une autre manière, moins dramatique, mais tout aussi efficace de réduire au silence, donc moins dramatique que le fait de bâillonner. Laissez-les dire ce qu'ils veulent à qui ils veulent, mais empêchez ces paroles de compter comme une action. Plus précisément, empêchez-les de compter comme l'action voulue. Certains actes de parole sont indicibles. Bien que les mots appropriés puissent être dits, ces énoncés échouent à compter comme les actions qu'ils sont censés être. Alors, elle distingue deux types de sources d'invalidation illocutoire et il me semble intuitif que la foutaise normalisée en fait constitue une troisième source distincte. Langton parle de cas où le locuteur n'arrive pas à dire un certain acte de langage du fait de l'invalidation illocutoire parce que son intention n'est pas reconnue de la part de l'auditoire. Donc c'est le fameux acteur qui, sur scène, veut prévenir le public qu'il y a un incendie et qui crie « au feu », mais comme il s'agit d'un acteur, le public ne reconnaît pas qu'il s'agit d'une alerte et pense qu'il s'agit seulement d'une partie du dialogue dans la pièce de théâtre. Il y a aussi des cas, donc dans ce cas, l'acteur n'arrive pas à alerter l'audience, non pas au sens où il est bâillonné, non pas au sens où ses paroles n'ont pas d'effet causal, en tout cas pas seulement, mais au sens où l'auditoire ne voit pas qu'il s'agit effectivement d'un acte d'alerter. Il y a aussi le cas des mots qui posent des conditions, des cas où par stipulation on restreint l'accessibilité d'un certain acte de langage à certains groupes sociaux et pas d'autres. Donc par exemple, dans certains contextes sociaux, on stipule que le mariage ou le vote ou le fait de pouvoir présenter un témoignage sont restreints à certains groupes d'individus et pas d'autres. Troisième cas, donc celui dont j'ai parlé aujourd'hui, qui me semble à la fois lié et distinct, la foutaise normalisée, en normalisant l'irrespect pour les normes qui constituent certains actes de langage, eh bien, elle réduit au silence la communauté linguistique dans son ensemble à l'égard d'une pratique qui est le débat public, là encore, dans son ensemble. La différence, donc, c'est que l'absence de reconnaissance, le cas de l'acteur qui n'arrive pas à alerter son public qu'il y a un incendie, elle fait typiquement taire un individu dans une occasion donnée. Le cas où des actes de langage sont restreints à certains utilisateurs, eh bien, ce cas typiquement fait taire un groupe particulier s'agissant d'actes de langage spécifiques, par exemple se marier ou voter. Mais la foutaise normalisée, elle, c'est un type d'invalidation illocutoire spécifique parce qu'elle fait taire une communauté entière s'agissant d'une pratique générale qui est celle du débat public. Je vais laisser le dernier mot à de nouveau Masha Gessen. Si on remplace dans ce passage à nouveau mensonge par foutaise, qui est, je crois, le phénomène qu'elle a véritablement à l'esprit, elle dit la chose suivante, qui est éloquente. Utiliser les mots pour mentir détruit le langage. Utiliser les mots pour étouffer les mensonges, tout subtilement qu'on le fasse, détruit le langage. Valider des balivernes incompréhensibles par des réactions polies détruit aussi le langage. La question ne concerne pas seulement le prestige de l'art d'écrire ou la crédibilité de la profession journalistique, elle concerne tout simplement la survie de la sphère publique. En Russie, ils sont d'abord venus chercher les mots de la politique, de la valeur et de la passion. Puis, ils sont venus chercher les mots de l'action, les mots qui décrivent les bâtiments, les chiffres qui dénotent les dates. Et puis, il n'est plus resté aucun mot pour parler. Donc, cette invalidation illocutoire, ce fait d'être réduit au silence parce que les actes de langage eux-mêmes sont cassés. Pour conclure, donc, je fais l'hypothèse que la foutaise nuit au débat public
d'une façon plus distinctive et plus fondamentale que ce que l'approche francfurtienne pourrait le laisser penser, non pas seulement en étant une parole indifférente à la vérité des assertions et en rendant ainsi les disputes interminables, mais aussi par son indifférence ou plutôt son irrespect, voire son mépris pour toute une gamme de normes non analytiques et pour la confiance commune dans le fait que ces normes sont respectées. Dans les contextes où la foutaise est endémique et flagrante, normalisée, il peut s'ensuivre une forme d'invalidation illocutoire à l'échelle de toute la communauté. C'est le débat public en général qui est réduit au silence. Et je voudrais finir donc sur une observation générale qu'il faudrait creuser, mais il ne me semble pas surprenant que les figures de l'autoritarisme soient souvent des experts en matière de foutaise, des maîtres baratineurs, puisque c'est une technique qui sied aux formes politiques qui privilégie la force personnelle, un certain exceptionnalisme, au détriment de l'autorité des normes communes. Je vous remercie de votre attention.